Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc on a pris quelques minutes de retard pour attendre les dernières personnes qui nous ont rejoints. Donc on se retrouve ce soir pour la deuxième séance de ce nouveau cycle de conférences consacré à l'évolution du service public. Comment le penser, comment l'accompagner, comment imaginer le service public de demain. Donc le motif en fait de ce cycle a pris naissance dans l'actualité où on est confronté à un certain nombre de questionnements, de réformes, d'interpellations, de mouvements sociaux aussi. Surtout ces derniers temps, on a été tous très marqués par ça. Et en filigrane, on voit bien aussi que la question de l'accès et des formes de services publics est aussi posée par le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est un peu la problématique qu'on cherche à traiter, et d'une manière qui consiste en fait à poser la question du travail, qui est un peu la grille de lecture habituelle qu'on mobilise pour s'interroger sur ces questions d'actualité, pour éviter les positions un peu extrêmes soit d'un surréformisme, où il faut tout moderniser, quitte à tout perdre, ou alors une défense comme ça des acquis historiques, voilà. Alors qu'il y a malgré tout dans le contexte actuel une nouvelle donne, dans les besoins sociaux, dans les attentes aussi, dans des formes aussi d'évolution des ambitions de l'action politique, de l'action publique. Et donc il nous semble important d'arriver à interroger ces différents registres à partir du filtre du travail. Et la question du service public pose à la fois la question des services, comment on qualifie les services, comment on qualifie les besoins, comment on produit du service, comment on mobilise des compétences, des organisations, comment on soutient aussi les coopérations que la relation de service requiert, comment on arrive aussi à prendre en compte la singularité des demandes, alors que justement l'attente et l'ambition de l'action publique est de plus en plus aussi orientée vers la prise en compte de chaque demande, de chaque individualité dans ses besoins, dans sa trajectoire, dans ses aspirations, donc dans cet accompagnement très singulier, alors que historiquement, la question de l'administration publique est plutôt conçue sur la base d'un principe d'égalité, donc d'un standard de prestations administrées. Et puis à côté de la question du service, il y a la question du public, de la nature publique, c'est-à-dire qui renvoie à des formes de gouvernance, à des formes d'organisation. Nous avons commencé à aborder la question de l'évaluation et des formes d'évaluation, des dispositifs d'évaluation nécessaires pour donner de la valeur, en fait, à ce service qui n'est plus complètement calé et qualifié à l'avance, comme ça a pu l'être dans le modèle de la prestation, administré comme ça par les services, et qui demande donc, dans un après-coup du service rendu, de vérifier avec l'ensemble des parties prenantes, avec les professionnels, avec les bénéficiaires et les usagers, avec tout un ensemble d'acteurs qui sont aussi destinataires directs et indirects du service, de vérifier en fait la pertinence, l'utilité et la justesse aussi du service qui a été rendu. Donc ça, c'est un peu la thématique qu'on souhaite aborder, en fait, l'angle d'attaque comme ça de cette question. Et j'ajouterais aussi qu'il nous semble important parce que ce qui se joue dans le service public, on fait l'hypothèse que ça a aussi une valeur potentiellement généralisable à tout un tas d'autres situations dans les services, mais y compris dans l'évolution des secteurs plus typiquement industriels. C'est-à-dire que cette dynamique servicielle, elle traverse de plus en plus l'ensemble des activités économiques, des activités productives. Et donc, ce qui se joue dans le service public nous semble avoir une valeur un peu prototypique, en fait, de quelque chose qui a vocation aussi à nous aider à réfléchir de manière plus générale l'évolution du travail et de cette dynamique servicielle. Donc nous avons eu la fois dernière l'intervention de Yannick Blanc,
qui nous a parlé un peu de sa position, dans son expérience et de réflexion, de travail en tant qu'ancien préfet, aujourd'hui responsable d'organismes publics importants à l'échelle nationale, auteur aussi d'un ouvrage, donc plutôt cette réflexion comme ça, d'une expérience acquise. Et pour tenir la promesse qu'on avait faite, c'est-à-dire d'alterner des topos plutôt entre guillemets, beaucoup de guillemets d'experts, donc plutôt de démarches de réflexion plutôt intellectuelle, et de les alterner aussi avec des réflexions plutôt à partir d'un matériau empirique. On vous propose pour cette deuxième séance, du coup, de partir plutôt d'un récit d'intervention. Et on le verra, c'est plutôt une série d'interventions en fait, qui convergent en fait, autour d'une même structure, pour voir comment on peut mettre au travail cette matière, la matière qu'on peut recueillir, à laquelle on accède par le travail d'intervention, et comment on peut la mettre au travail pour en dégager des éléments de questionnement, de réflexion, avec cette volonté de trouver aussi une échelle un peu plus générale dans la manière de penser les choses. Donc pour ce faire, on a proposé donc à Thierry Lebuc, qui est un collègue d'Athémis, ergonome et consultant-chercheur à Athémis, de nous relater une expérience d'intervention. Donc il a mené avec Bénédicte Pichard, qui est une autre collègue ergonome d'Athémis. Voilà, et donc de partir d'un récit d'intervention pour parvenir à une grille de questionnement sur la base de laquelle on ouvrira le débat comme d'habitude. Les annonces techniques habituelles, donc le portable, je vous prie de couper, pas uniquement le son, mais de couper carrément en mode avion pour éviter les interférences avec le captage de la vidéo. Et le rappel aussi que à l'issue de la conférence, donc vers 20h30, il y a un pot donc qui sera offert et qui va permettre aussi de poursuivre nos échanges et nos discussions. Et donc le pot qui est prévu au forum, au rez-de-chaussée, donc en prenant à gauche et en allant jusqu'au bout du couloir, et ensuite c'est sur la gauche. Voilà. Voilà, donc merci à vous tous de votre présence et de la contribution que vous apporterez pendant la discussion. Donc je passe la parole à Thierry et en te remerciant aussi de ta participation. Merci Sandro. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Sandro a largement présenté le cadre de mon intervention. Je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, juste un mot pour redire que ce travail est un travail commun avec ma collègue Bénédicte Pichard. Premier élément. Deuxième élément, je ne vais pas vous raconter l'intervention dans sa totalité. Alors, d'autant plus que vous allez le voir, en réalité, il s'agit d'une succession d'interventions dans un même centre hospitalier, mais plutôt essayer d'isoler à travers deux exemples d'intervention des questions auxquelles on s'est heurté, des difficultés. Il paraît qu'on apprend plus de ces échecs ou de ces difficultés que de ces réussites. On va essayer de le vérifier ensemble ce soir. Donc on partira de l'histoire de difficultés dans cette intervention pour essayer ensemble d'y voir un peu plus clair et de comprendre quels enseignements on peut en dégager ensemble. Alors, quand même quelques éléments de contexte sur ce centre hospitalier. On est en région, comme on dit ici, et on est au sein d'un centre hospitalier qui fait partie des trois hôpitaux principaux de sa région. Il est le support du groupement hospitalier territorial. Ce n'est pas complètement anodin dans notre histoire. Vous savez que les réformes récentes de la santé publique invitent les hôpitaux à raisonner leurs services sur un territoire. Donc on est là dans un centre qui est support du groupement hospitalier. Et puis je ne vous fais pas la lecture des quelques chiffres en dessous qui vous donnent un peu une idée de la taille de l'établissement.
Alors, dans quel cadre se joue cette intervention? En réalité, on est dans une succession d'interventions dans plusieurs services de cet hôpital, à chaque fois à l'initiative de la direction des affaires médicales. Donc c'est elle qui nous sollicite et c'est une démarche qui s'étend sur plusieurs années. Alors quand je parle d'une succession d'interventions, on a dû réaliser une intervention dans 5 ou 6 services différents sur 5 ou 6 années. Donc tous les ans, régulièrement, on est appelé à intervenir dans ce centre hospitalier. En soi, c'est déjà un sujet d'interrogation, cette succession d'interventions. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, quand même, ces demandes, elles présentent un certain nombre de points communs. Le premier de ces points communs, c'est qu'à chaque fois, on a une situation de tension au sein de l'équipe médicale. Donc, dans l'équipe des médecins de ce service, il y a des tensions interindividuelles, il y a des conflits, il y a des engueulades, il y a des départs, il y a des arrêts maladie, il y a des situations de mal-être avérées, et c'est souvent ça qui va déclencher la demande de la direction. Le deuxième point commun à la totalité de ces interventions, c'est qu'à chaque fois, on constate la mise en cause du chef de service, et avec une caractéristique assez intéressante là aussi, c'est que les critiques qui sont émises à l'encontre de ce chef de service, elles sont assez contradictoires, parfois à l'intérieur du même service et entre les services. Et ces critiques, c'est il décide de tout, il ne nous consulte pas, ou il décide de rien, on entend ça aussi, il a lâché l'affaire, il ne fait pas le boulot, il empiète sur le périmètre des médecins, enfin, un tas de critiques sur les décisions et la façon d'agir des chefs de service. Et puis l'autre caractéristique commune à ces différentes interventions, c'est que même si elles sont souvent déclenchées par des conflits à l'intérieur de l'équipe médicale, lorsqu'on les rencontre, on est frappé par la faiblesse de leurs attentes et voire même de la demande. C'est-à-dire qu'on est sollicité par la direction des affaires médicales, on rentre dans le service et on rencontre les médecins et on fait le constat qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce qu'on fait, voire même ils n'ont pas de demande. Là aussi, on reviendra là-dessus. Et puis juste une toute petite incise dans la succession de ces interventions. À un moment, on essaye de sortir de cet empilement d'interventions et de proposer un autre dispositif pour justement essayer d'aborder les choses d'une manière un peu différente, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce dispositif, c'est un groupe de pairs chefs de service. Donc puisqu'à chaque fois, les chefs de service sont mis en cause, faire l'hypothèse qu'on a tout intérêt à s'intéresser au travail de ces chefs de service, et donc on propose un dispositif qui réunit un groupe de pairs de chefs de service pour essayer justement de sortir de cet empilement d'intervention service par service. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous raconter les 6 ou 7 missions différentes, j'en choisis 2. 2 exemples de missions. Alors, voilà, quelques éléments de contexte. Premier de ces services, on est dans le classique dans ce centre hospitalier. Donc il y a un conflit au sein de l'équipe médicale. Et ce conflit porte essentiellement, ça éclate autour de la question des plannings de congés. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur la mise en place des plannings de congés. Et puis le deuxième grand sujet qui émerge là, c'est la question de la chef de service qui est mise en cause, avec à peu près les éléments descriptifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pour certains, elle décide de tout toute seule, pour d'autres, elle ne décide pas suffisamment, elle ne tranche pas, elle ne prend pas de décision. Et on entend les deux registres en fonction des personnes qu'on rencontre. Là encore, la demande vient de la direction des affaires médicales et l'équipe de soins en dehors de l'équipe médicale est hors champ de l'intervention. On nous invite à travailler avec l'équipe médicale et dans un premier temps en tout cas
en dehors du cadre infirmier, on n'a pas accès à l'équipe de soins. Dans le deuxième service que je vais évoquer tout à l'heure, là on a un déclenchement qui est directement lié à la mise en cause du chef de service, et sur 2 registres. On monte d'un cran. Le premier registre, c'est le registre habituel, c'est-à-dire les décisions prises un peu tout seul, l'empiètement sur les périmètres des uns et des autres. Et puis, des accusations assez graves sont portées sur les pratiques de ce médecin, notamment sur certaines formes de brutalité dans les échanges avec les patients et des gestes techniques qui prennent plus ou moins en compte la douleur du patient. Donc, des accusations assez graves portées contre cette personne. Là aussi, la demande vient de la direction des affaires médicales. Alors là, les cadres infirmiers sont directement embarqués dans la démarche, et quand on fait la première rencontre avec la directrice des affaires médicales, le chef de pôle, les cadres infirmiers sont présents et ils évoquent toutes les difficultés de relation qu'ils ont avec leur chef de service. Les équipes de soins, on les rencontre aussi, elles se plaignent, mais elles nous signifient d'une manière assez claire qu'elles n'attendent pas grand-chose de l'intervention et qu'elles ne pensent pas que les choses vont changer comme ça. Voilà un peu le cadre. Alors, si on rentre maintenant dans le détail de ce qu'on a fait dans ces 2 services, le premier, on rencontre l'équipe médicale. Et puis, sur le principe méthodologique, sur l'hypothèse qu'on fait que c'est pas possible qu'ils aient comme seul sujet de conflit les plannings de congés, et que par ailleurs, tout irait très bien dans leur capacité à travailler ensemble, leur façon collective de prendre en charge les patients, leur façon de se succéder au chevet des patients, on leur propose d'ouvrir les échanges sur ce travail à partir de retours d'expérience. Et ils refusent en nous disant mais on n'a pas de problème de travail ensemble. Quand il s'agit de prendre en charge les patients, on n'a aucune difficulté. Et les difficultés qu'on peut rencontrer de temps en temps, elles sont traitées dans des réunions de staff où on étudie ensemble le dossier de ce patient, les décisions sont collégiales, donc on n'a pas de problème de travail, on a un problème pour s'accorder sur les plannings, et c'est ça le sujet. Alors, on essaye de ne pas se laisser enfermer dans ce sujet un peu hors du champ du travail, et on leur propose des entretiens individuels, c'est de comprendre ce qui se joue dans le travail de chacun d'entre eux, avant de faire une mise en commun. Et là, dans le cadre de ces entretiens individuels, en réalité, on révèle tout un tas de difficultés de travail assez importantes de ces médecins. Alors, je ne vais pas vous en faire toute la liste, mais juste les évoquer à travers une histoire d'une médecin de ce service qui raconte comment elle s'est retrouvée en très grande difficulté dans l'accompagnement de la fin de vie d'une patiente. Alors, il y a bien eu une réunion, il y a bien eu un staff où l'équipe médicale a respecté le protocole lorsqu'on déclenche un protocole lorsque la question de l'arrêt des soins se pose pour un patient. C'est le cas pour cette personne-là. Donc, il y a tout un protocole, une procédure qui existe, avec d'ailleurs l'intervention d'autres professionnels de santé. Il n'y a pas que les médecins qui sont autour de la table à ce moment-là. Donc ce protocole a été parfaitement respecté, et la décision qui est sortie de la réunion, c'est qu'il fallait mettre un terme aux soins à apporter à cette personne. On était au bout de ce qui était possible de faire pour elle, et qu'on rentrait dans une phase d'accompagnement de sa fin de vie. Et une fois que cette décision est prise, est renvoyée à la médecin qui suit cette patiente, la responsabilité de gérer cet épisode d'annonce, et puis
la relation avec la famille, et puis tout un tas d'autres choses qui sont en lien avec cette phase de fin de vie. Et elle raconte combien autant la décision de l'arrêt de soins est bien construite ensemble, bien étayée par les collègues, autant lorsqu'elle revient vers eux pour exprimer toutes les difficultés qu'elle rencontre dans l'annonce de cette décision à la patiente, dans les échanges avec la famille, elle est totalement isolée, elle ne reçoit pas de soutien de ses collègues, voire même, à travers les échanges, elle comprend qu'on lui reproche de ne pas faire son affaire de toute cette question-là. La question, d'une certaine manière, est réglée par le choix technique, expert qui a été fait et qui est construit. Et la question de qu'est-ce que je fais de ce qui se passe dans l'accompagnement de la fin de vie de cette personne, eh bien c'est son affaire, et on entendra plusieurs fois dans les échanges, voilà, quand on est médecin dans ce service, voilà, ça fait partie du métier, et tout le monde n'est pas capable d'être médecin dans ce service, parce qu'il faut être équipé pour pouvoir affronter ce type de situation. Je prends cet exemple-là parce que, de notre point de vue, il est assez significatif. Il parle, mais en réalité, il y a plein d'autres sujets qui émergent comme ça dans les échanges avec les uns et les autres, de questions de travail, de questions que rencontrent les médecins dans leur activité, dont en réalité, ils font leur affaire seuls et ils ne trouvent pas de soutien auprès de leurs collègues. Alors, évidemment, à un moment, on met en commun ces éléments avec les médecins qu'on avait rencontrés en entretien individuel, et on leur propose d'aller un peu plus loin en expérimentant des temps de retour d'expérience sur leur travail, et en faisant bien la distinction avec ce qui se joue dans leur staff habituel. Et il y a une période de flottement dans cette réunion où certains sont partants pour faire ça. Et puis on se heurte au refus catégorique d'un tiers à peu près de l'équipe, qui nous explique que c'est pas du tout ça le problème. Et puis que d'ailleurs la relation entre eux c'est très apaisé, et qu'en fait il n'y a plus de problème. Voilà, ça y est, ils s'entendent mieux. Ça s'est calmé, tout le monde a mis de l'eau dans son vin, enfin tout ce qu'on peut entendre dans ce type de situation, et donc il n'y a plus de difficultés. Et la chef de service, qui faisait partie des personnes qui étaient plutôt favorables à la poursuite de ce travail et à cette expérimentation de retour d'expérience, elle est en difficulté face à l'expression de ce refus de certains. Elle valide le fait que la situation s'est apaisée. En effet, on se parle mieux, c'est plus facile, c'est plus serein, les relations à l'intérieur de l'équipe. Et puis finalement, la démarche s'arrête. Donc il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Alors il se trouve qu'on reste en contact avec cette chef de service, et que finalement, 6 mois plus tard, elle est en arrêt maladie. Et elle démissionne de sa fonction de chef de service. Je ne vais pas plus loin dans cet exemple-là. J'en prends un deuxième. Donc, souvenez-vous, le deuxième exemple, là, le chef de service mis en cause directement. Alors, fort des expériences précédentes, on essaye d'aborder les choses un petit peu différemment. Et là, on leur propose d'utiliser l'événement qu'ils vivent, là, les difficultés qu'ils rencontrent, pour en faire un sujet, mais pas à l'échelle de leur service, mais à l'échelle de l'établissement, puisque à chaque fois, la fonction de chef de service est en cause. Ce que fait le chef de service est remise en cause. Essayons, à travers leur expérience, de comprendre c'est quoi un chef de service, ça fait quoi, et à quelles difficultés ça se frotte, qu'est-ce qu'on en attend quand on est membre de l'équipe médicale, quand on est cadre, quand on est infirmière et aide-soignante, qu'est-ce qu'on attend des chefs de service, et comment, du coup, on peut comprendre l'émergence de difficultés au-delà
au-delà de la situation singulière dans ce service-là. Et là aussi, on se heurte à un refus. C'est-à-dire, les collègues refusent d'entrer dans ce modèle-là, ne valident pas notre proposition et nous renvoient pour une bonne part au fait que, en réalité, s'ils ont des difficultés, c'est parce que la direction de l'hôpital ne les entend pas, ne leur donne pas les moyens de travailler correctement, et tout ça les met en très grande difficulté, donc ça crée des tensions. Et puis le deuxième registre d'explication qui sort, c'est on a besoin de se rappeler des règles de bonne conduite, ce qu'on voit assez souvent. On se parle mal, il faut qu'on se dise une bonne fois pour toutes qu'il faut qu'on se parle bien. C'est ça dont on a besoin, mais on n'a pas besoin d'entrer dans notre travail. Alors, quand même, il y a suffisamment de signaux et de difficultés pour que, là aussi, ils acceptent de passer par un temps d'entretien individuel et d'observation. Donc là, on les accompagne dans le service, on les accompagne en consultation, on assiste à des consultations. On assiste à leur travail. Alors c'est un service qui fonctionne avec des consultations, une partie hospitalisation de jour et puis une partie hospitalisation. Donc on passe un peu de temps dans ces 3 secteurs d'activité. Et on met en évidence, là aussi, des difficultés importantes dans l'activité de travail de ces médecins, avec un premier point qui est marqué par la charge de travail qu'ils ont à fournir. Alors il se trouve qu'ils suivent des patients atteints de cancer et que donc en consultation, ils reçoivent des patients qui sont en chimiothérapie et qu'il n'est absolument pas rare que les résultats lors de la consultation entraînent la nécessité de l'hospitalisation de la personne. Donc il y a en réalité sans arrêt des changements d'organisation et des évolutions d'organisation des services qui sont liés à la prise en charge spécifique de ces patients, en sachant que quand on est en consultation, on n'est pas en hospitalisation, mais qu'évidemment les décisions que je prends en consultation ont un effet direct sur le travail de mes collègues en hospitalisation. Et on met en évidence comme ça aussi tout un tas d'autres difficultés. Par exemple, ils sont référents pour les médecins de ville sur un certain nombre de difficultés particulières liées à la matière, au type de pathologie qu'ils abordent. Et donc ils ont énormément d'appels téléphoniques des médecins de ville qui viennent chercher du renseignement, qui viennent chercher du conseil dans la prise en charge des patients. Et là, il y a tout un tas de stratégies qui se mettent en place entre les médecins qu'on peut observer, entre ceux qui coupent leur téléphone sur une partie de leur temps de consultation ou de leur temps de visite, et puis d'autres qui ne s'autorisent pas à le faire. Et donc ça crée des écarts de fonctionnement et de charge qui ne sont absolument pas discutés entre eux. Donc, ces temps d'entretien et d'observation, ça met en évidence toutes les difficultés de coopération qui existent entre ces médecins, entre les médecins et les équipes soignantes, dans une activité qui se caractérise par une très grande instabilité, par énormément de changements, et puis des patients qui sont en situation parfois très difficile. Alors, on essaye dans la phase de restitution de leur proposer des choses avec un périmètre qui les engage pas trop. Donc quelque chose de pratique, d'opérationnel, une forme de premier pas pour pas essayer de tenir compte de ce qui s'était joué jusqu'à présent. Essayons de trouver d'autres façons d'aborder les choses avec eux, et donc on leur propose d'ouvrir 3 chantiers. Un premier chantier qui pose la question du travail du service et des médecins du service avec la direction. Alors, vous voyez écrit sur ma diapo là, le 3e lit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce service, il y a des chambres qui sont suffisamment grandes
pour pouvoir matériellement accueillir un 3e lit. Et donc ce service sert régulièrement de zone tampon, si je peux m'exprimer ainsi, pour les urgences. Donc, quand les urgences sont complètement saturées et qu'ils ne trouvent pas de lit pour hospitaliser, quand il faut hospitaliser les patients, on peut faire appel à ce service-là particulier où on va installer un 3e lit dans une chambre, alors pour des gens qui relèvent de pathologies qui n'ont rien à voir avec le service. Et puis le constat qui est fait par les médecins, c'est que compte tenu de la fragilité de l'état de leurs patients, il est absolument fréquent qu'ils aient besoin d'hospitaliser en urgence leurs propres patients, mais que du coup, ils n'aient pas de place dans leur service, puisque les lits sont occupés par des patients qui viennent des urgences. Et donc, on a une course comme ça, où on va avoir des médecins d'un autre service qui viennent faire la visite de patients qui sont dans ce service-là, et eux vont aller dans un autre service pour essayer de faire la visite de leurs propres patients qu'ils n'ont pas pu accueillir dans leur service. Et donc ce qui est proposé là, c'est d'essayer de travailler avec la direction sur une forme de sanctuarisation de ces 3e lits, en faisant l'hypothèse qu'ils ont tellement d'occasions d'hospitaliser des patients qu'en réalité, la place n'existe pas. Elle pourrait être prise, elle pourrait être occupée en permanence par des patients qui relèvent effectivement de ce service-là. Donc c'est le sujet qu'on leur propose de travailler avec la direction. Et puis on leur propose un 2e sujet, cette fois-ci, qui s'intéresse à la relation avec les cadres. Alors il y a énormément de mécontentement exprimé par les médecins sur la planification des phases de consultation et des passages entre consultation et hospitalisation de jour pour eux. Et ce travail de planification, il est fait par une cadre infirmière. Et ils se plaignent de la manière dont cette planification est faite. Et on leur propose, là aussi, d'ouvrir un chantier sur la manière dont on peut comprendre le travail de cette cadre infirmière et comment on peut imaginer qu'à partir de cette compréhension partagée de son travail et du leur, on est en capacité d'ouvrir des champs de coopération qui permettent de concilier les contraintes des uns et les contraintes des autres. Et puis enfin, on leur propose un 3e chantier, cette fois-ci plus à l'interne de l'équipe médicale, où on pourrait discuter d'un certain nombre de difficultés qu'on a identifiées pendant la période d'observation et les entretiens, par exemple sur la question des prises de téléphone et de la manière dont on pourrait s'organiser pour pouvoir répondre à la fois à des demandes justifiées des collègues en ville et en même temps pouvoir faire son travail d'accompagnement des patients dans le service. Et il n'y a pas de suite. On n'est pas suivi dans notre proposition et l'équipe médicale ne donne pas de suite à cette proposition de chantier. Alors, du coup, et c'est ma diapo de fond pour nos échanges, évidemment, on a besoin de comprendre pourquoi, dans ces 2 cas, on ne parvient pas à embarquer les médecins dans une réflexion sur leur travail, alors que par ailleurs, quand on les a en vis-à-vis, en entretien individuel, on n'a aucun mal à faire émerger des questions de travail. C'est-à-dire, ils rentrent dans le récit de leur travail, dans les difficultés qu'ils rencontrent d'une manière assez aisée. Mais dès qu'on pose cette question avec leur père, c'est-à-dire chacun d'entre eux raconte des trucs, dès qu'on les met ensemble et qu'on commence à évoquer des choses qu'ils ont pu faire émerger dans les entretiens individuels, la situation est bloquée. On a besoin de comprendre ensemble, il me semble, à quoi ça renvoie, ce constat. Et du coup, évidemment, ça pose la question de à quelle échelle on doit parler du travail, quoi. Si on ne peut pas en parler au sein de l'équipe médicale, si on a du mal à en parler au sein du service, comment on en parle, je ne sais pas moi, dans l'établissement, dans le pôle, voilà, à quel endroit, à quel niveau
on doit aborder ces questions pour les rendre possibles aux autres échelles, et notamment dans les services. Et puis plus globalement, évidemment, on peut faire l'hypothèse que tout ça, ça raconte des difficultés qui sont les difficultés de l'hôpital, et peut-être, et on va le vérifier ensemble, des difficultés du service public en général. Voilà les 3 questions que je vous propose d'aborder ensemble. Alors, pour essayer d'avancer dans cette compréhension, il nous semble important de faire un tout petit retour sur des évolutions qui ont marqué l'hôpital sur ces 20 dernières années. Je vais en expliciter 2 de ces évolutions. La première, c'est une évolution autour du cadre réglementaire de la relation de soins. Dans les années 90, la Haute Autorité de Santé demande que évolue la manière dont on reçoit les patients à l'hôpital. Et autrement dit, il s'agit de passer d'une hospitalisation qui consiste à confier un patient à un service, et puis ce service va faire les gestes nécessaires pour rétablir autant que faire se peut la santé de cette personne. D'une certaine manière, elle devient une forme d'objet là, dont on prend en charge des difficultés. Donc de faire passer l'hospitalisation de ce registre-là à une hospitalisation qui devient l'accompagnement d'un parcours qui se construit avec le patient, une démarche centrée sur lui, et d'une démarche qui en fait devient une forme de partenariat entre le patient, sa famille et l'équipe professionnelle. Alors ces évolutions réglementaires produisent une charte, donc la charte du patient hospitalisé. Alors, si vous avez fait l'expérience de l'hospitalisation, vous avez tous été destinataires de cette charte qui précise les droits du patient, et notamment le fait que vous avez votre mot à dire sur la manière dont vous êtes soigné. Vous devez, l'équipe vous doit la compréhension de ce qu'on vous fait, et vous gardez votre libre arbitre sur les soins. Alors, évidemment, avant cette évolution réglementaire, il y avait une attention portée au patient au-delà de sa pathologie. Forcément, les équipes médicales étaient déjà rattrapées par tout un tas d'autres facteurs qui rentraient en ligne de compte dans la prise en charge du patient à l'hôpital. La différence là, c'est que ça installe dans le modèle de performance du service cette notion de la nécessité de prendre en charge tout un tas d'autres facteurs qui dépassent très largement, qui débordent la réalisation du geste technique. D'une certaine manière, la performance du service, là, s'installe dans une logique servicielle. À peu près dans le même temps, c'est pas tout à fait juste, il y a 5 ou 6 ans d'écart, mais dans le même temps, tout ça se joue dans un contexte où la population vieillit, la durée de vie s'allonge, les innovations technologiques en matière de soins continuent à arriver, avec à chaque fois de la sophistication technologique, des budgets importants. Tout ça dans un contexte de crise démographique de la médecine de ville, et évidemment ça pose assez rapidement des problèmes de financement et de budget pour l'hôpital. Et en 2007, le plan hôpital va profondément transformer les modalités de financement des hôpitaux, et en particulier en imposant, dans la majeure partie des cas, pas tout à fait dans la totalité, mais dans la majeure partie des cas, un paiement à l'acte. Alors, lorsque le financement devient un financement à l'acte, d'une certaine manière, on passe
d'un côté d'une activité de soins à un acte de soins. On retransforme l'activité de soins en acte de soins, puisque une prise de sang a la même valeur qu'une autre prise de sang. On standardise les actes, on les normalise, alors sans compter que tous les actes évidemment n'ont pas la même valeur, donc il y a des enjeux de financement qui vont être liés à la réalisation de certains actes plutôt que d'autres, mais c'est surtout le fait que cette forme de financement, l'installation de cette forme de financement a pour effet direct de normaliser les actes. Donc on rentre dans une forme, dans une logique plus industrielle, là, cette fois-ci, du soin. Alors, si on met les deux registres-là en parallèle, on voit très bien comment, assez vite, on va se retrouver en tension entre, d'un côté, la nécessité de prendre en compte des spécificités de la personne, de prendre en compte des registres qui débordent du question stricte de la médecine, de prendre des registres, de prendre en compte le point de vue de la famille, de prendre en compte tout un tas d'aspects qui ne sont pas réglés par l'expertise technique, tout ça dans un mode de financement qui, lui, ramène le geste à l'acte. Et cette tension, en réalité, elle se règle pour l'essentiel dans un mode industriel, c'est-à-dire dans une coordination. On va avoir des formes de spécialisation des métiers, je vais y revenir en les illustrant avec un exemple tout de suite, et puis dans des procédures. Donc la procédure cherche à tenir cet ensemble, et par exemple, on ne lâche pas la question de la relation de soins, mais on va avoir une procédure qui va essayer de faire face à cette question de la relation de soins. Donc on va faire signer aux personnes tout un tas de documents qui sont censés vérifier que la personne a reçu, a bien été informée, comme si, quand vous êtes patient, vous êtes en capacité de dire si le niveau d'information et les sujets sur lesquels on vous a informé sont pertinents et suffisants pour vous permettre d'être éclairé sur ce qui va se jouer pour vous. Voilà, donc on procédurise les choses. Je peux prendre encore deux autres exemples de la manière dont l'hôpital essaye de répondre à cette tension entre une logique servicielle et une logique plus industrielle. Par exemple, on va désigner une infirmière qui va être responsable l'infirmière coordinatrice responsable de la question des dons d'organes. Et dans un des services dans lequel on intervient, là, il y a tout un conflit au sein de l'équipe médicale sur le fait qu'une des médecins ne respecte pas la procédure en matière de don d'organes qui consiste à, lorsqu'on évoque la question avec une famille d'un patient, on doit faire appel à l'infirmière coordinatrice qui doit être là dans cet entretien-là et qui a un certain nombre de choses à dire et à faire avec cette famille lorsqu'on aborde la question des dons d'organes. Et le reproche qui est fait aux médecins, c'est de ne pas respecter cette procédure et d'évoquer la question du don d'organes en dehors de la présence de cette infirmière coordinatrice. Et elle raconte très bien comment, en réalité, le moment où vous décidez d'aborder cette question du don d'organes avec la famille, c'est pas un moment qui se programme, c'est pas un moment où, lorsque l'échange démarre, vous pouvez pas stopper l'échange en disant « Attendez, il faut que j'appelle l'infirmière coordinatrice ». Et donc elle raconte comment la réalité de la situation déborde sans arrêt l'organisation de l'hôpital. Et puis on pourrait prendre encore un autre exemple pour aller au bout de ça. On voit bien là aussi la question de la tension entre... On essaye d'améliorer d'aller vers la relation de soins, donc d'être dans le service, et on est rattrapé par d'autres enjeux. Et cet exemple, c'est un service décide qu'il faut élargir la période de visite. Donc il faut que les familles puissent venir visiter
leurs proches sur des horaires qui sont plus larges que ceux qui sont autorisés jusqu'à présent. Et donc, on demande à une des médecins de ce service de travailler avec les infirmières du service à un planning d'ouverture du service aux familles. Et elle y passe du temps à travailler avec ces infirmières. Elles produisent en effet un planning, et ce planning est rejeté par les autres médecins. Et elle le vit, le médecin, quand elle en parle, c'est un élément qui émerge comme ça dans l'entretien, mais elle le vit comme une forme de brimade, comme la preuve qu'on ne lui fait pas confiance, comme la négation de ce qu'elle a essayé de faire avec les infirmières. Mais à aucun moment, la question de savoir qu'est-ce que ça fait quand on fait une visite, d'avoir la famille dans la chambre ou dans le couloir, en quoi ça crée des occasions d'être happé par les familles et d'avoir à répondre à des questions auxquelles c'est pas si facile que ça de répondre, en quoi ça change le travail de la visite. Toutes ces questions-là ne sont pas abordées du tout. Il n'y a pas d'espace pour aborder ces questions. Donc, vous voyez, quand on rentre un peu dans cette activité, on voit émerger tout un tas de situations de débordement de cette procédure et de la coordination. Et comme en fait ces situations de débordement ne sont pas considérées comme des situations normales de travail, c'est-à-dire dès qu'on est confronté à une situation comme ça, c'est interprété dans le registre de l'anomalie et de la faute. Donc assez rapidement, on va renvoyer la responsabilité de la difficulté à faire face à ce débordement, souvent à un autre métier. Donc on va avoir des formes de repli corporatiste comme ça, où en gros on va entendre des médecins dire mais tout ça c'est parce qu'on a une direction qui n'est pas à la hauteur et qui ne nous fournit jamais les moyens de travailler correctement. Et puis de l'autre côté on entendra une direction dire mais les médecins n'en font qu'à leur tête et ils font des choses sans se préoccuper des effets que ça a sur les autres métiers, sur les patients, qui sont inconséquents. Il n'y a pas d'espace dans le service pour discuter de ces questions-là. Et en réalité, lorsque on les invite à travailler sur la base du retour d'expérience sur ces sujets-là, en fait, on les met en difficulté et on fait face à des défenses, une forme de repli, qui racontent que ils arrivent à tenir les choses, parce que quand même, il faut aussi acter que les patients sont pris en charge, que les médecins sont là, le travail est fait d'une certaine manière. Que peut-être la condition aujourd'hui pour tenir, c'est justement de ne pas organiser le débat sur cette question-là. Alors ça a tout un tas d'effets collatéraux sur les individus, c'est-à-dire les gens craquent, il y a beaucoup de départs, d'arrêt maladie, des gens qui démissionnent, qui quittent le service, et ça tient à travers ce dispositif-là. Et à l'échelle de l'établissement, c'est la même question. Il n'y a pas non plus d'espace de partage autour de ce qui fait la performance. C'est-à-dire la question de la discussion sur cette tension entre d'un côté ce que ça veut dire que d'améliorer la relation de soins avec le patient et de l'autre côté ce que ça veut dire de tenir des budgets et de compter les actes. Cette tension-là, elle n'est absolument pas travaillée et il n'y a pas de point de vue sur ce que c'est que la performance des services. C'est pas discuté en tout cas. Alors, on identifie quand même combien, si on était en capacité de mettre en place des espaces où les professionnels pourraient échanger sur leur situation, combien ça pourrait avoir des effets bénéfiques. Alors pourquoi je dis qu'on l'identifie, c'est parce qu'en fait on le vérifie à travers le groupe de pairs médecins-chefs de service. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation. Donc, pour essayer de sortir d'un empilement d'interventions, on crée ce groupe de pairs
Et on arrive à réunir 8 chefs de service et qu'on va voir une fois par mois pendant 6 mois. Donc ça relève de l'exploit d'arriver à avoir une assiduité des chefs de service, et ils sont venus à toutes les réunions. Donc de ce point de vue-là, ça a autant de sens que le fait qu'on n'arrive pas à les mettre dans les services au travail, sur le travail. Le fait qu'ils viennent raconte combien ils y trouvent quelque chose dans ces rencontres. Et alors pourquoi est-ce que ça fonctionne avec les chefs de service? Plusieurs hypothèses. D'abord parce que on ne parle pas directement de leur activité médicale. Là, on les invite à parler de leur activité de chef de service. On élargit le spectre et ça ouvre des possibilités de partager entre pairs une activité qui, pour la plupart, quand on commence à discuter, est considérée comme une activité annexe en réalité. Ils se présentent d'abord comme des médecins et on ne parle pas au démarrage de nos échanges du métier de chef de service. Il n'y a pas de métier de chef de service de leur point de vue. Il y a une fonction qui s'est rajoutée à leur métier de médecin. Donc, le premier élément, c'est ça. C'est qu'on ne parle pas directement de leur activité médicale. Le deuxième élément qu'on peut comprendre peut-être, c'est que on ne met pas non plus en débat directement les sujets avec leurs pairs, avec les collègues avec lesquels ils sont amenés à travailler au quotidien. Ils se connaissent entre chefs de service, mais en dehors des temps de réunion qu'ils peuvent avoir ensemble, ils n'ont pas un travail à effectuer ensemble. Donc ça devient possible, là, de discuter du travail entre eux. Et dans ces échanges, on voit très bien comment ils sont placés, eux, à l'articulation d'enjeux de soins, d'enjeux de relations avec la direction, d'enjeux d'organisation du service, d'enjeux de gestion, d'enjeux de prise en compte des spécificités du territoire. Enfin, ils sont embarqués sur un éventail de registres et d'enjeux extrêmement, extrêmement larges. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, au bout des échanges, là, au bout des 6 séances qu'on arrive à mener avec eux, on commence à évoquer la question du métier de chef de service. C'est-à-dire, il y a des règles qu'on peut peut-être se fixer. Il y a une professionnalisation de ce métier qui apparaît au fil, une nécessité en tout cas de professionnalisation qui apparaît au fil des échanges. Et puis, ça met aussi en évidence l'absolue nécessité de coopérer au sein des services et avec la direction, puisque lorsqu'ils décrivent ce à quoi ils sont confrontés, ils ne sont jamais seuls à prendre en charge ces situations. Ils sont toujours soit en discussion avec la direction, soit en discussion avec les médecins de ville, soit en discussion avec leurs équipes, et qui voient bien qu'ils sont à l'articulation d'enjeux qui ne collent pas complètement, et que pour avoir une chance d'avancer, il faut pouvoir se raconter les contraintes qu'on a les uns et les autres et pouvoir les travailler ensemble. Ils sont à la demande, eux, ils sont demandeurs de dispositifs de coopération, et notre travail avec eux se termine par une demande insistante de leur part de pouvoir échanger avec la direction. Donc on en est là aujourd'hui de l'intervention. C'est pas la fin de l'histoire. Alors, ce que ça évoque pour nous, c'est que c'est pas suffisant de mettre en place des dispositifs, même si c'est sans doute absolument nécessaire d'institutionnaliser des dispositifs qui permettent de se parler du travail. C'est pas suffisant parce que on voit bien comment les métiers sont invités à faire évoluer leur doctrine.
Alors, je vais parler de 2 métiers. Le premier métier, c'est le métier de médecin. Au cours d'une des interventions, là, on rencontre un médecin qui est tout près de la retraite et qui, du coup, au cours de l'entretien, raconte un peu la vision qu'il a, un peu historique, de la manière dont son métier a évolué. Et il raconte combien il y a toute une première période où la décision était consolidée, se cristallisait autour de la fonction de chef de service, justement, de PUPH, de professeur d'université, praticien hospitalier. Donc le mandarin, pour reprendre cette expression-là. Le chef, il va décider et il donne le là du service. Et il y a toute une première période comme ça où on est aligné sur la décision du service, du chef, pardon. Et alors c'est intéressant parce que justement, une partie des médecins dans ce centre hospitalier expliquent qu'ils sont venus dans ce centre hospitalier parce que justement, c'est pas un CHU et qu'ils sortent de l'emprise du PUPH et qu'à travers ça, ils acquièrent une forme d'autonomie. Mais pour autant, ils continuent à être confrontés à des difficultés qui, du coup, ne sont plus réglées par l'autorité du PUPH et donc qui vont se régler sur une autre forme dans l'histoire, ce que raconte le médecin là, et notamment on va s'appuyer sur des études épidémiologiques pour pouvoir prendre des décisions. Et puis il raconte comment ces études à un moment sont mises en défaut par un certain nombre de scandales. Donc ces études sont remises en cause. Et alors ça, il raconte, ça a un effet très bénéfique, c'est que du coup ces études sont faites de manière beaucoup plus sérieuse. Mais comme elles sont faites de manière beaucoup plus sérieuse, elles sont aussi beaucoup plus prudentes dans les conclusions qu'elles amènent. Et donc on a plus... ça devient très compliqué de s'appuyer uniquement sur l'étude pour prendre des décisions, y compris techniques, expertes. Et on retrouve tout un tas de situations de doute qui sont en réalité pas complètement discutées au sein même des staffs. Donc on a des chapelles, on va dire ça comme ça, des écoles. Donc on respecte un certain nombre de protocoles qui répondent à des écoles. Et puis c'est ça qui fait qu'on prend la décision. Mais alors quand dans un service on trouve des collègues de différentes écoles, on a soit un rapport de force qui s'installe et puis il y en a un qui se tait, soit on a des conflits qui apparaissent. Et alors quand on rajoute à ça la nécessité de prendre en charge tout un tas de registres qui débordent de l'expertise technique, donc comment j'accompagne la fin de vie, comment... je parle du don d'organes aux familles, mais on se retrouve dans un métier qui de fait, est en grande difficulté. Donc, tout ça pour dire que ce métier est appelé à réinterroger sa doctrine professionnelle et à la faire évoluer à l'aune de ce qu'ils vivent dans le quotidien. C'est-à-dire, il y a la nécessité d'organiser des temps de retour d'expérience entre ses pairs, entre médecins, pour qu'ils puissent identifier les questions qui ne sont pas réglées pour eux, mais dans un cercle, alors sans doute pas le service justement, peut-être sans doute plutôt interservice, voire peut-être même interétablissement, un endroit où on peut en confiance aborder les difficultés de travail qu'on rencontre et pouvoir se construire ensemble un point de vue, une doctrine sur laquelle on peut s'appuyer pour faire face à toute la complexité des situations. Et d'une certaine manière, c'est la même chose qui se joue avec les directions de l'hôpital. Comment la direction de l'hôpital se réinterroge sur le modèle économique de l'hôpital et la manière dont ils deviennent acteurs de la gestion de l'attention qu'il y a entre l'attention aux individus, donc la prise en charge de tous, c'est la caractéristique de l'hôpital public. On accueille et on soigne tous les patients qui se présentent, donc la prise en charge de tous, mais de chacun. Donc comment on a une attention à chaque patient, tout ça dans un cadre financier contraint. Donc comment ça fait évoluer la forme de
la pensée de la performance de l'hôpital et du coup la pensée aussi de l'organisation du travail. Et puis je voudrais aller encore un tout petit peu plus loin dans ce raisonnement. Vraisemblablement, la question, elle se pose aussi au-delà de l'établissement. C'est-à-dire, il y a un enjeu à penser cette question de la santé et de sa nature, cette fois-ci plutôt dans le débat public. Il y a peu de chances que les choses évoluent si les relations entre l'hôpital et la médecine de ville, par exemple, ne changent pas. Ou si les patients eux-mêmes ne prennent pas en charge la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour pour améliorer, pour augmenter la capacité de l'équipe médicale à me soigner. Comment on organise le débat avec le public, avec les patients autour de cette question-là? Vraisemblablement, là, il y a un chantier à ouvrir que racontent ces différentes interventions. Et puis peut-être pour finir, j'ai une idée. Pour finir, on peut faire l'hypothèse, alors là on ne le vérifie pas à travers l'intervention directement, même si on a sans doute en réserve quelques éléments qui pourraient nous conforter là-dedans, mais on peut faire l'hypothèse que ce qu'on est en train de dire là, qui concerne l'hôpital, est vrai pour d'autres services publics. On peut faire par exemple le parallèle avec l'éducation nationale. Là aussi, il y a un enjeu d'attention aux enfants, de prise en charge, de prise en compte de particularités, de prise en compte de capacités et de modalités d'apprentissage qui sont différents d'un enfant à l'autre, et en même temps, tout ça dans un cadre financier contraint et où on ne travaille pas la possibilité de régler cette question entre une attention aux individus et puis le travail dans une enveloppe financière qui est ce qu'elle est. Merci beaucoup Thierry. D'autant plus que l'exercice n'est pas facile en fait. De dévoiler, d'ouvrir un peu l'arrière-boutique de ce que l'on vit dans l'intervention, de mettre sur la table aussi cette clinique qui tient aussi pour beaucoup à votre propre sensibilité, à ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris aussi. Et donc c'est très précieux, me semble-t-il, de pouvoir comme ça, avoir accès à une analyse que je trouve d'une grande finesse à partir de ce point de départ qui permet aussi du coup d'accéder un peu au doute de l'intervention, au ratage, aux fausses routes, au questionnement, aux doutes qui restent ouverts. Et je pense que du coup c'est aussi une manière très particulière et très spécifique et dont on a besoin pour avancer en fait dans une capacité à penser les choses. Et donc je fais le lien avec ce que tu évoques sur la nécessité de faire émerger une doctrine et peut-être aussi de la faire évoluer, de faire émerger une nouvelle doctrine. Et je pense qu'il y a aussi des questions de méthode. Et voilà. Et donc la méthode que tu nous as proposée nous donne aussi une voie dans la manière de faire à partir de cette expérience aussi sensible qu'on a tous dans l'intervention, en tant qu'usager, en tant que travailleur, en tant que professionnel. Et cet effort comme ça, d'analyse, de conceptualisation, voilà, me paraît très importante à signaler aussi pour pouvoir le partager. Donc merci beaucoup. Donc effectivement, l'exposé a été très riche. L'idée, en fait, ce qu'on se disait tout à l'heure avec Thierry, étant donné qu'il y a aussi des dimensions confidentielles dans la manière de présenter ces deux terrains, l'idée dans le débat, c'est pas tellement de questionner ces deux interventions pour creuser plus. Je pense que la matière qui pouvait être donnée, elle a été exposée. L'idée de la discussion, c'est plutôt d'ouvrir plutôt sur ces questions, sur cette dernière question, en fait, finalement, en quoi cet exposé, cette expérience, cette analyse à partir de ces deux services qui racontent quelque chose de l'hôpital, en quoi ça vous parle dans vos expériences, que ce soit dans le milieu hospitalier ou ailleurs. Donc l'idée, c'est dans la discussion d'essayer de faire circuler plutôt cette question de
en quoi ce qu'on a vu là peut être significatif aussi de problématiques plus générales qui se vivent dans le service public. Voilà. Mais ça n'empêche pas aussi de partir d'autres témoignages, d'autres expériences pour nous aider à avancer. Donc voilà, François a le micro. Qui souhaite prendre la parole? Donc Olivier Solpic, je suis professeur ici à BCP Europe et je fais de la recherche sur la gestion hospitalière et notamment le dialogue de gestion. Je vous remercie pour votre témoignage et je pense qu'effectivement ça ouvre beaucoup de questions. Je voulais juste réagir sur votre première question, puisque vous avez amené la première question, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à embarquer les médecins dans une réflexion sur leur travail, et vous avez tout de suite enchaîné sur il y a eu des évolutions. Et moi, ma réflexion, c'est est-ce que vous avez des données qui vous permettent de penser qu'il y a 20 ans, donc avant ces évolutions sur la relation avec le malade et ces évolutions sur l'organisation, est-ce que ça n'aurait pas été le cas aussi, c'est-à-dire est-ce que les médecins et les chefs de service sont capables, pour des raisons X ou Y, de rentrer dans une réflexion collective sur leur travail? Et mon hypothèse, c'est que je ne suis pas du tout sûr que ce soit les changements récents qui répondent à votre question, et plutôt des choses sur leur métier et leur identité. Bonjour, Marie Follier. Je prends ainsi parce que j'avais une réflexion un petit peu similaire, moins bien formulée que le professeur SCP. Et ma première réaction, c'était de me dire qu'il pouvait y avoir un blocage par rapport à un aspect structurel, c'est-à-dire qu'un service public, c'est des grands corps qu'on assimile statiques, et on se dit, de toute façon, ça ne peut pas être formé. Bonjour, Philippe Varin, cadre de santé et étudiant en Master 2 au CNAM. Ce que je vois surtout, c'est que vous nous parlez de l'évolution de l'hôpital, et notamment l'évolution avec les lois de 2005, où il a été mis en place différentes choses dans la charte du patient hospitalisé, la loi de 2009, avec la mise en place de la tarification à l'activité. Il y a eu aussi la mise en place des pôles. Donc il y a eu une modification sur la structure même des hôpitaux. Je pense que vous parlez de 3 hôpitaux régionaux, et je pense qu'au départ, il devait y avoir plusieurs structures qui ont été regroupées, où on a mélangé des personnes entre elles. La question que je me suis posée, c'était par rapport à l'âge des praticiens hospitaliers. Vous nous avez expliqué que vous avez réussi à faire un groupe de 6 personnes qui étaient des chefs de service, qui étaient des personnes dites de la vieille école, qui avaient une certaine fonction, qui agissaient d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier que l'ordre des médecins, c'est quand même un ordre. C'est quand même quelque chose qui est régi par le serment d'Hippocrate et une certaine doctrine, qui n'est pas forcément la même que les autres praticiens. Vous avez une population de médecins jeunes qui arrivent à échapper à cet espace CHU pour essayer de pratiquer, mais on trouve plus de la collaboration entre certains médecins et certains membres d'équipe que de coopération des médecins entre eux. C'est un petit peu ce qui ressort de votre discours. C'est très bien de votre part, parce que vous n'êtes pas plongé dans le cœur de métier, et pour moi ça me parle, parce que pour moi ça fait écho. Voilà, merci. Bonsoir, Fabienne Mauvais, auditeur au CNAM en Master 2. Ce que je pressens, mais je n'arrive pas à l'affirmer, c'est la notion des émotions. La question que je me pose, c'est est-ce que ces médecins, chefs de service, s'autorisent à avoir des émotions et s'autorisent à les montrer dans un groupe de pairs, et est-ce que montrer leurs émotions ne serait pas pour eux un signe de faiblesse? Et en tant que chef de service, je pense qu'on ne peut pas s'autoriser ce type de position. C'était ma question. Ma question concerne plus les espaces réflexifs sur le travail. Toute mon interrogation est autour de comment ça peut s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on en attend, parce que j'entends beaucoup parler d'espace réflexif, mais concrètement dans les organisations, je vois plein d'organisations qui disent on n'a pas réussi, on a tenté, mais ça ne marche pas. Voilà. Et voilà, donc c'est mon interrogation sur qu'est-ce que construire, comment construire en tout cas un espace réflexif qui ne soit pas simplement
une pure vision d'esprit, mais qui fonctionne, et puis qu'est-ce qu'on en attend, et puis les effets aussi, quand on produit des attentes et que il se produit rien, quoi. C'est peut-être sur la première question, sur le lien qu'il y a entre les évolutions réglementaires et la capacité des médecins à se parler. Je pense que... Alors, j'ai pas de données, pour répondre vraiment très honnêtement à votre question, j'ai pas de données qui permettent d'instruire cette question. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que vraisemblablement, non. Ils n'arrivaient pas plus à se parler il y a 30 ans qu'aujourd'hui, avec quand même une différence, c'est que la pression sociale sur la question de la prise en charge du point de vue du patient, sur le point de vue des familles, sur le fait que l'autorité médicale qui s'appuyait sur l'expertise scientifique, elle est ébranlée par un certain nombre d'événements, fait que la nécessité de parler du travail devient plus impérieuse qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Autrement dit, l'autorité du mandarin ou l'autorité de la science ne protège plus suffisamment les personnes, ne permet plus le repli et ne protège plus les individus. Et donc et c'est pas pour rien qu'on est rentré quasiment à chaque fois dans les services sur des histoires de conflits et d'effets sur la santé des médecins. Parce que quand je parle de conflits entre eux, c'est pas uniquement une engueulade, hein. Ça a des effets avec des arrêts, des démissions, des choses qui soucient suffisamment la direction des affaires médicales pour qu'on fasse le constat qu'on n'arrivera pas à s'en sortir comme ça et qu'il faut qu'il y ait une intervention. Donc on voit les effets sur la santé des médecins d'une évolution du contexte qui rend indispensable le fait de faire justement évoluer la doctrine de ces médecins. Mais il y a 30 ans, elle était pas... leur capacité à se parler et à livrer leurs émotions pour faire le lien avec votre question était sans doute pas plus élaborée qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, la nécessité est plus présente. Enchaînons sur cette question des émotions. En effet, ça pose la question d'une autorité construite sur la science et sur des connaissances, sur une expertise. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de place pour l'émotion. D'une certaine manière, l'émotion est une preuve de faiblesse dans ce cadre-là. Et donc, c'est pour ça qu'on entend dans les services un certain nombre de médecins dire vous savez, on l'entend aussi dans plein d'autres métiers, mais c'est pas n'importe qui est médecin. Comme s'il y avait quelque chose qui relevait de caractéristiques individuelles qui font que c'est possible de faire face sans être atteint à tout un tas d'événements, la mort, la douleur, la maladie, et que ce qui permet de faire appui à ça, c'est l'expertise et la connaissance. Voilà. Et en même temps, je ferai le même lien que tout à l'heure avec un constat que les émotions, elles ressortent d'une manière criante, si on peut dire ça comme ça, en atteignant la santé des personnes, justement parce que la question de la subjectivité, la question de ce que ça fait à ces individus médecins d'exercer cette activité n'est pas un objet de travail en soi. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur les espaces réflexifs. Je vais essayer de ne pas tomber à force de faire des pirouettes. Je vais finir par m'apprendre les pieds dans le tapis. Mais j'essaye de faire le lien là avec cette question des espaces réflexifs. D'abord, je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur le fait que ça ne marche pas, que ça n'existe pas. Ce n'est pas tout à fait juste. Ça existe et ça peut marcher. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre de conditions
à réunir. La première de ces conditions, c'est sans doute d'inscrire ces espaces réflexifs dans le réel, c'est-à-dire de permettre aux personnes de raconter leur activité, et de raconter leur activité dans la manière dont ils l'ont vécue. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le récit, il y a à la fois un enjeu de compréhension des personnes qui sont autour de la table, de ce que raconte la personne qui fait le récit, mais il y a aussi un enjeu de compréhension pour la personne elle-même qui fait le récit. Quand on est en situation de travail, on est confronté à un certain nombre d'événements, de situations qu'on ne comprend pas, et pourtant on est pris dans l'action, il faut faire quelque chose et on agit. On agit sans forcément être tout à fait au clair sur les raisons qui font que j'ai fait plutôt ça que ça. Et cet espace-là réflexif, à condition qu'il soit ancré sur le réel, ce qui suppose que ce soit permis de parler du réel, donc qu'il y ait aussi une relation de confiance suffisamment établie entre les personnes pour que ce soit possible de raconter ce que j'ai vécu, y compris ce que je ne comprends pas, ce que j'ai vécu. C'est ça qui fait... c'est ça qu'on peut attendre c'est ce premier élément qu'on peut attendre de ces espaces réflexifs. Le deuxième, peut-être, c'est que ça doit permettre de dépersonnaliser les questions. C'est-à-dire d'en faire des questions professionnelles. Lorsqu'on raconte son activité de travail à des pairs, on raconte ce qu'on essaye de porter dans son travail, ce qu'on essaye de tenir, ce qu'on a arbitré, quel type de situation, à quelle interrogation on s'est frotté. Et en réalité, ça fait écho à la manière dont les collègues, les pairs qui sont autour de la table sont eux-mêmes confrontés aussi à des questions. Et ça révèle un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées pour le métier. Par exemple, ce serait sûrement très simple pour les médecins de pouvoir aborder la question entre eux de toutes ces situations qui débordent la question du geste technique. Comment tu fais pour annoncer à une famille, comment tu abordes la question du don d'organes avec une famille ? Voilà, parce que moi, j'y arrive pas, ou j'ai essayé d'une manière et ça m'a mis en difficulté. Pouvoir poser cette question-là, c'est justement une façon de sortir ou de dépasser le registre de l'émotion pour transformer la question en une question professionnelle, une question de métier, quelque chose qui fait avancer les pairs. Et puis pour finir ou avancer sur cette question-là des espaces réflexifs, vraisemblablement, ça suppose une forme d'animation particulière. Ça veut dire que ça suppose qu'on puisse s'appuyer sur une façon de penser le travail. Ça suppose qu'on pense l'activité et qu'on entende le récit de l'activité de la personne comme faisant écho de la prise en charge d'un écart entre ce qui est prévu par l'organisation et puis la réalité de la situation à laquelle la personne a été confrontée. Enfin, ça suppose d'avoir une forme de pensée de ce que c'est que le travail, de son lien avec la santé et du lien avec la performance qui permet de guider le travail réflexif dans le cadre de ces groupes. Alors, la question de l'âge, en fait, les 8 chefs de service qu'on a pu réunir, ils étaient plutôt jeunes. Donc c'est pas des anciens, c'est plutôt des jeunes. Et puis, autre élément qui me semble très important, c'est que sur ces 8 personnes, il y avait 7 femmes. Et c'est pas que la profession s'est féminisée, parce que alors j'ai pas eu la curiosité d'aller vérifier l'égalité
entre les sexes chez les chefs de service, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Mais néanmoins, c'est pas complètement un hasard si c'est plutôt des femmes, c'est dans leur très grande majorité des femmes qui ont accepté de venir travailler dans ce registre-là avec nous, parce que derrière, on est renvoyé à l'acceptation d'une activité qui n'est pas totalement maîtrisée, qui relève pas de quelque chose de viril au sens où je tiens à la faire, quoi. Voilà, je sais ce qu'il faut faire, pas de questions, et je les évite même. Là, on ouvre sur un champ qui fait référence d'ailleurs au cycle de conférences précédents, où vraisemblablement on devrait là aussi aller un peu plus loin dans la réflexion sur le genre exactement, et sur la manière dont on pourrait développer, notamment dans cette population-là, le volet plus féminin dans l'activité. Oui, Théophile Bastide, cadre de santé, service d'urgence. Je partage tout à fait votre diagnostic et votre espoir sur ces espaces réflexifs, mais on peut que s'interroger, alors c'est pas une question, hein, enfin peut-être, sur le fait qu'ils étaient déjà existants sous certaines formes, qui sont ne serait-ce que ces fameux temps de transmission inter-équipe. Et ce qu'on voit quand même de plus en plus, et récemment dans une grande organisme public, on a vu une mise en invisibilité de ces temps-là. C'est-à-dire qu'on les réduit, ne serait-ce qu'en temps, et on sait qu'à l'hôpital on est attaché au temps, et donc quand on le dépasse, voilà, on a parfois du mal à rester, donc on va être attaché à la minute, et quand on réduit donc ces temps, on ne va pas rester difficulté comme ça. Et puis dans un hôpital où on trace de plus en plus, où tout est procéduré, comme vous l'avez dit, et de plus en plus tracé, tous ces temps-là d'échange deviennent complètement invisibles. Et on voit avec des organisations comme les 12 heures, qui sont intéressantes d'ailleurs, parce que les 12 heures, c'est une ambiguïté c'est intéressante, où on a des soignants qui les plébiscitent, alors qu'on a quand même un nombre important d'études qui disent tout le mal qu'elles peuvent faire à la santé. Des syndicats qui ont du mal à se positionner parce que justement ils se retrouvent dans cette ambiguïté-là, et des 12 heures où le temps interstitiel a disparu, où il s'est retrouvé hors travail, puisqu'on est entre 2 heures et 12 heures, donc forcément il n'y a aucun moment, ne serait-ce que d'échange, qui est en tout cas officiel. Donc voilà, c'était juste voilà. Cet espoir, je le partage, mais malheureusement on est sur progressivement une mise en invisibilité de ces questions. J'ai deux questions. Après, on va remercier Thierry pour l'exposé qui était vraiment très intéressant. La première, c'est comment on accède à ce poste prestigieux au sein de l'hôpital de chef de service. Et il me semble, si j'ai bien compris, et récemment pour en avoir discuté, on y accède à l'issue d'un parcours très compétitif et d'un travail pas seulement scientifique, mais d'un travail personnel, individuel, dans lequel il a fallu s'imposer. C'est pas simplement, on s'impose pas seulement pendant les études de médecine, on s'impose ensuite tout au long d'un parcours pour accéder à ce poste. Comme un inspecteur des finances sait qu'il est inspecteur des finances parce qu'il a été meilleur que d'autres et qu'il a pu s'imposer dans un classement. Et la question que je pose, c'est est-ce que, si on ne remet pas en cause ces modalités-là aussi d'accession à ce poste-là, parce que c'est les chefs de service qui sont en jeu là, c'est pas les médecins. Est-ce que si on ne remet pas en cause cette manière-là d'accéder, comment leur demander de coopérer? Pour eux, c'est pas. Ils savent que s'ils avaient passé tout leur temps en étant des bons camarades et en ayant bien coopéré, ils ne seraient pas chefs de service. Un médecin, je tiens ça d'un médecin, me disant il a fallu qu'il passe beaucoup de temps personnel, distrait, ce temps-là étant distrait à leur activité à l'hôpital. Donc alors, on leur dit deux choses contradictoires. Et la coopération, ce qui peut prouver, ce qui peut leur démontrer l'importance de la coopération, c'est lorsqu'on parle de l'activité même
du service et de travail. En partant de cette activité-là, et non pas de la manière dont ils ont accédé au poste, on va effectivement complètement changer le regard et l'analyse qu'on peut faire. Et ma deuxième question, elle est là. Est-ce qu'on peut valablement modifier la façon dont on considère le service rendu sans que alors dans d'autres domaines on dirait les usagers, là les patients en l'occurrence, ne soient associés à cette réflexion. Dans d'autres domaines, pour faire évoluer les services publics, alors c'est plutôt des domaines un peu annexes comme les bibliothèques municipales, le transport, etc. Ça n'évolue qu'au moment où il y a des groupes qui associent, par un travail compliqué, qui réussit, qui marche pas selon les cas, mais qui associent les usagers. Donc la question c'est aussi, il y a des tentatives d'associer les patients. Dans la lutte contre le sida, ils ont joué un rôle extrêmement important au moment de l'émergence de la maladie et des soins. Et une manière dont on a modifié la relation médecin-patient vient de là. Mais si on ne modifie que la relation individuelle entre le médecin et son patient, je pense qu'il y a quelque chose qui échappe si on n'arrive pas à aussi intégrer ça dans une réflexion collective avec les patients. Mais ce sont vraiment des interrogations et des questions. Catherine, moi je ne suis qu'une patiente et ce sera juste une question illustrée par un témoignage. Ma question, c'est comment est-ce que les différents services, les différentes spécialités coopèrent à l'hôpital. Et donc mon témoignage, c'est qu'effectivement, grâce à cette fameuse charte, j'ai pu dire le lendemain d'une opération, quand on m'annonçait certaines choses, je vous demande de consulter mon cardiologue. Et là, j'ai eu l'impression que c'était panique à bord. On m'a répondu, il y a des protocoles. On fait le protocole, donc je ne vois pas où est le problème. Et puis, en fait, semble-t-il, il n'y avait pas de protocole. Et donc, alors que je n'avais vu que des femmes, j'ai eu tout un groupe de gens avec un monsieur qui m'a dit, je suis le chef le responsable des anesthésistes. Et nous avons décidé ceci. Bon. Et je suis en très bonne santé, je suis très contente de l'efficacité de l'hôpital, mais cette affaire m'a un petit peu interpellée et je dois dire que, puisque j'ai passé une semaine récemment, j'en ai toute une série d'importances variables qui ont tout un rapport avec ces questions de coopération, d'organisation du travail. Oui, Magali Caillon, donc je suis de la MSA. Donc ça fait écho, en fin de compte, aussi chez nous, en fait, au statut qu'on donne aux médecins. C'est-à-dire qu'il y a des postes importants au niveau de plusieurs départements, au niveau de régions, où on va nommer un médecin. On ne se pose pas la question, en fait, c'est juste un statut. On ne se pose jamais la question de ses compétences, de ses savoir-être, ses savoir-faire, de sa capacité à manager des équipes, à rassembler des acteurs, à créer de la dynamique sur des territoires. Tout simplement parce qu'il est médecin, il a le poste, de façon officielle, quoi. Et ça pose la question de l'accompagnement de ces personnes qui, et d'ailleurs ça a bien été noté, elles restent avant tout médecins et le chef de service, à la limite, voilà, on le charge de ça, sauf que ça reste un médecin avant toute chose dans sa tête et pas quelqu'un qui doit animer l'équipe et changer en fin de compte sa manière de faire en fait par rapport à ce qu'il a à gérer, quoi. Et on retrouve ce même problème, nous, et c'est désolant parce qu'on ne se pose jamais les questions de d'abord quelles compétences doivent avoir ces personnes-là, et en fonction des compétences, choisir la personne qui correspond à la fiche de poste qu'on édicte. Non, elle a le statut, donc elle prend et du coup ça crée par derrière ces problèmes qu'on rencontre. Merci pour cette intervention. Moi j'avais deux questions. La première, ça serait que pour travailler avec des cadres de santé dans d'autres contextes, on entend souvent qu'il y a une répartition du sale boulot entre médecins et cadres, et que les fonctions que tu décris, à savoir des annonces difficiles, des modalités de travail un peu délicates, qui s'intègrent dans des protocoles,
la tendance est fréquemment de le déporter sur le niveau inférieur et puis de se tourner le dos. Et donc, ma question, c'est dans une intervention, comment les différents niveaux de la coopération peuvent-ils être au travail? Et du coup, puisque tu fais l'hypothèse que c'est le silence qui fait tenir, hein, est-ce que c'est le silence au sein d'un groupe? Mais est-ce que justement, si on travaillait d'une certaine manière entre les groupes sociaux, ça pourrait être possible? Et je pense, alors pas forcément à des groupes réflexifs, mais il y a Mendel mettait en place quelque chose autour de écrire à d'autres qu'on a envie de dire, tu vois, s'écrire et pas forcément se dire. Est-ce que la médiation là de l'écrit pourrait être une aide pour essayer de désengoncer le carcan du silence? Peut-être je vais démarrer par la question du temps. Parce que c'est extrêmement présent cette question autour du temps dans les entretiens qu'on a eus avec les uns et les autres. Et de mon point de vue, ça renvoie à une question de modèle économique. C'est-à-dire, si on pense le soin comme quelque chose qui est juste du registre de la réalisation de protocoles, on n'a pas besoin de temps, tant que ça. On a besoin d'un peu de temps pour se transmettre un certain nombre d'informations indispensables d'une équipe à l'autre, mais on n'a pas besoin de temps de régulation. On peut avoir besoin de temps pour réviser les protocoles quand ils sont mis en défaut. Donc on rajoute une couche de protocole pour prendre en charge une anomalie qu'on a détectée, mais ce rajout, il est fait pour prendre en charge définitivement la question. Donc, au fur et à mesure de cet empilement, on peut faire l'hypothèse que on a réglé l'ensemble des anomalies auxquelles on est confronté, et donc il n'y a pas besoin de temps pour discuter. Si on est dans ce modèle de pensée, dans ce modèle économique-là, la valeur créée, elle est liée au respect de cette procédure, alors ces temps n'ont pas de sens. Si en revanche, on rentre dans l'idée que, par exemple, la question de la qualité de soins, on peut stabiliser la qualité d'une boîte de petits pois quand on travaille dans une usine de petits pois. On peut assez vite se mettre d'accord sur ce que c'est que la qualité de la boîte de petits pois. Se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la qualité du soin, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors encore plus si on autorise le patient, ou si le patient s'autorise à émettre un point de vue sur ce que lui il entend comme par qualité. Et puis même si on arrive à en discuter comme ça, il y a de fort à parier qu'au fil du temps et des jours, cette définition ou cette cible de la qualité bouge, parce que l'état de santé se dégrade, parce que arrive tout un tas d'autres événements qui vont rendre les choses différentes, qui vont bouger le contexte. Alors si on accepte là qu'on est face à cette question qui n'est pas réglée au départ, qui n'est pas réglée par la procédure, alors on a besoin d'instituer ces temps d'échange parce qu'ils deviennent indispensables à la fois à la régulation, c'est-à-dire à la prise en charge des situations, ce qui bouge dans l'accompagnement des patients. Et puis au-delà de cette régulation, on a besoin aussi de vérifier régulièrement que ce qui se joue dans le travail n'a pas des effets d'épuisement sur la ressource que représentent les personnes qui le font. Parce que c'est justement cette ressource-là qui garantit à l'hôpital le maintien de la qualité de la prise en charge de tout ce qui va déborder le protocole. Donc on est bien face à une réflexion autour du modèle économique de l'hôpital. C'est en ça que on invite à faire évoluer la doctrine du côté aussi des directions, et puis même plus largement du côté même de ceux qui décident des politiques de santé publique, parce que ce choix va conditionner en réalité l'organisation du travail. C'est dans ce sens-là.
Et donc la question des temps, elle se justifie dans un cas et pas dans l'autre. Voilà, pour cette question du temps. Alors ça, pour vous rejoindre, ça ne veut pas dire que ces temps n'existent pas en réalité, mais ils sont complètement informels, Baptiste. C'est des temps qui s'organisent comme ça entre les personnes, et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement ça ne marcherait pas du tout. Mais c'est ça qui fait que ça tient. Mais ils ne sont pas identifiés comme des facteurs de performance en tant que tels. On pourrait même dire qu'ils sont identifiés comme des facteurs de contre-performance. On perd du temps. On n'est pas dans du temps de production. Alors, sur l'histoire des chefs de service, je pense qu'il y a une confusion entre PUPH et chef de service. Je ne pense pas que ma connaissance du processus d'arriver aux fonctions soit beaucoup plus élaborée que le tien, Jean-Marie. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en effet, ce que tu dis est tout à fait juste sur le statut de professeur des universités, praticien hospitalier, où là, en effet, il y a tout un parcours qui va au-delà du fait d'être médecin, d'être docteur en médecine. Mais ce n'est pas le cas des chefs de service dans des hôpitaux qui ne sont pas CHU, où là, en réalité, le chef de service, il est désigné parmi les médecins du service, soit par cooptation, soit par le chef de pôle, avec une caractéristique, c'est que cette désignation, elle s'accompagne d'aucune gratification supplémentaire. Il n'y a pas de revenus supplémentaires. Alors, il y a des moments, même nous, on s'est interrogé sur, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont volontaires pour ces fonctions de chef de service? Alors, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on y va, mais quand même, derrière ça, il y a des gens qui se saisissent, alors qui y vont pour des raisons personnelles de promotion et de statut, ça peut s'afficher, je suis chef de service. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui y vont parce qu'ils sentent bien qu'il y a un trou dans la raquette, quoi. Il y a quelque chose qui justement se joue dans le registre de l'articulation entre les contraintes qui sont imposées par la direction et puis la manière dont ça se joue dans le service, c'est qu'il y a un rôle à jouer là, dans la traduction de ce qui se passe, de ce qui vient de l'extérieur du service et dans la remontée de ce qui vient de l'intérieur du service vers l'extérieur. Et il y a des personnes qui ont envie de jouer ce jeu-là, qui malheureusement parfois s'y épuisent. Mais moi j'ai été frappé d'apprendre qu'il n'y avait même pas de gratification supplémentaire. Et c'est des médecins qui continuent à suivre des patients. C'est-à-dire, ils ne sont pas déchargés de leur activité de soins. Ah mais c'est pire. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose donc ils sont pas dans cette logique de concurrence avec les autres et de il y a autre chose qui les porte. Alors sur ta deuxième question sur la réflexion plus collective, c'est ce que j'essayais de dire à la fin de mon propos, c'est que cette question du modèle économique et du modèle de performance de l'hôpital, il ne peut pas être que l'apanage de l'intérieur de l'hôpital. C'est évidemment que les patients, ils ont sûrement, enfin c'est pas sûrement, ils ont un rôle à jouer dans cette réflexion-là, ne serait-ce que parce que dans la manière dont ils se présentent à l'hôpital, dans ce qu'ils viennent y chercher, s'il n'y a pas de réflexion autour de ce que c'est que la performance de l'hôpital, il y a de fortes chances qu'on crée là encore des situations d'incompréhension. Donc je partage ce point de vue et je l'élargirai même. Je pense que ça pose la question de l'intégration aussi des autres professions de santé hors hôpital. Comment les médecins de ville, les infirmières de ville, infirmières de ville, les professions paramédicales sont embarquées dans une réflexion où, dans un certain nombre de territoires, on fait face à des pénuries de médecins et donc on commence à réfléchir à
à de la transmission de compétences. Donc on va confier aux infirmières et aux infirmiers des rôles qui étaient jusqu'à présent dévolus aux médecins, à quelles conditions ça se joue. Enfin, il y a des tas de réflexions qui sont entamées en réalité sur les territoires. Mais cette réflexion, elle peut être globale. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Je pense que c'est aussi une question pour les collectivités locales, parce que ça pose des problèmes de à quel endroit ça se joue, quels sont les locaux mis à disposition. Voilà. Donc tout le travail autour des maisons de santé, par exemple, qui très souvent se résume à une réflexion autour du projet immobilier et évacue complètement la question du travail. Là, on rate quelque chose dans cette histoire. C'était une occasion de pouvoir mettre autour de la table des professionnels de ville, des professionnels hospitaliers, des patients, et de permettre l'échange sur qu'est-ce que c'est que la santé, quoi. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors sur le statut des médecins, de mon point de vue, ça fait écho à la remarque qu'on amène, enfin qu'on tire de notre intervention sur la nécessité de faire évoluer la doctrine du métier. C'est-à-dire que, justement, on voit bien comment il se dirige progressivement dans un rôle de management d'une équipe. Ils sont plus, en réalité, c'est de tout temps que les médecins n'ont pas été tout seuls à tenir la relation de santé à l'hôpital, heureusement d'ailleurs, des infirmières, et puis des aides-soignants, et puis d'autres métiers acteurs de cette relation. Mais vraisemblablement, leur activité de management et d'attention et de soutien aux autres professionnels va être amenée à prendre de la place. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la pénurie de médecins généralistes, ça veut dire que ceux qui restent sur le territoire, comment ils deviennent des animateurs d'une équipe, comment ils sont en soutien des infirmiers et infirmières qui font du contrôle de diabète, des choses qu'ils faisaient que les médecins faisaient jusqu'à présent, comment ils deviennent des animateurs de ces équipes, et du coup, comment ça renvoie à des connaissances et à une évolution du métier, à une évolution de la doctrine du métier, qui, de mon point de vue, se construit sur la base de leur expérience. Ce n'est pas uniquement de la formation, c'est de la confrontation de la connaissance à des situations de terrain, avec sans doute, d'ailleurs, des formes de déclinaison très différentes d'un territoire à l'autre, en fonction des professionnels qui sont là, de la confiance qu'on se fait, de l'habitude qu'on a de travailler ensemble, de la manière dont le maire met à disposition ou pas un endroit où on peut se réunir, enfin de tout un tas de contextes, d'éléments hors même du champ du médecin qui font que sa manière d'aider et de soutenir l'activité de relation de soins sur le territoire va être différente d'un lieu à l'autre. Donc c'est pas quelque chose qui relève uniquement de la formation, c'est quelque chose qui se construit avec les acteurs, mais ça suppose que cette construction devienne en soi un objectif du métier de médecin. Et c'est là où je rejoins la question. Oui, ça suppose une évolution du métier. Alors, sur la question du sale boulot, on n'est pas très bien placé pour y répondre, là, enfin pour apporter des éléments sur cette réflexion, parce qu'en fait, on a peu rencontré de cadres. À chaque fois, comme la situation était extrêmement dégradée dans l'équipe médicale, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir la possibilité de rencontrer les cadres, de rencontrer les équipes. Donc, on a assez peu de retours sur ce point de vue-là. Et en même temps, je fais l'hypothèse qu'on est là aussi dans ce qui révèle les replis corporatistes, c'est-à-dire on entend aussi des choses qui sont racontées par les médecins sur les infirmières qui racontent que ils devraient faire des choses et qu'on est obligé de faire parce qu'ils ne le font pas, justement. Donc on est bien dans ce registre-là, de quelque chose qui renvoie à des événements qu'on n'arrive pas complètement à traiter et qui sont du coup renvoyés au registre de l'anomalie ou de la faute de l'autre. Et
puis pour finir sur la question de la médiation par l'écrit, je n'ai pas essayé ce truc-là, donc pourquoi pas, avec quand même un tout petit bémol et peut-être un point d'alerte, c'est que je ne suis pas sûr que dans la formalisation, on soit en capacité, les uns et les autres, de raconter ou d'écrire ce qu'on vit vraiment. C'est-à-dire, l'expérience qu'on a du récit dans les groupes de pairs, c'est que la personne commence un récit et puis à travers les questions que lui posent les autres participants, elle construit sa propre compréhension de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle souhaite partager avec ses collègues. Ce qui ne se fait pas dans un... Voilà, je fais un jet et je transmets le courrier, l'autre va lire le truc. Alors d'abord, il va le lire à l'aune de sa propre compréhension des mots qui sont alignés, sans avoir la possibilité directe de pouvoir faire part de son incompréhension, de son étonnement ou de la colère que suscite cette façon de dire les choses. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt sensible au fait que justement on puisse faire du récit un objet qu'on peut travailler ensemble, directement. Question du tertre Artémis. Thierry, c'était extrêmement intéressant. La discussion aussi, les deux choses sont extrêmement intéressantes. En même temps, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, qui reste obscur pour moi. Et il y a une question qui a été posée par Jean-Marie, auquel tu n'as pas complètement répondu. Alors, donc, dans l'ensemble, il y en a une qui était un peu particulière, qui était la place en reprenant l'exemple du sida, la façon dont les patients ont transformé un certain type de rapport. Alors, j'ai lié mes deux questions. La première, c'est que ça reste obscur quand même le fait que les personnes, que les médecins ne rentrent pas dans la proposition que vous faites d'un espace réflexif. Et bon, la raison que j'évoque, c'est le fait que les résistances sont fortes et que c'est le silence est leur moyen de ne pas atteindre la souffrance que leur pose la question de ce travail. Et puis derrière se pose alors une question, c'est comment on peut dépasser ça. Et on voit bien que s'il n'y a pas, alors c'est peut-être une autre des conditions de l'espace réflexif, s'il n'y a pas une dimension volontaire, les espaces réflexifs, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc d'une certaine manière, lorsque cette proposition est faite, et si elle ne rencontre pas une certaine volonté des personnes, des médecins de rentrer là-dedans, c'est le refus qui apparaît. Et après, la question qui est, comment on peut surmonter, dans quelles conditions finalement, la question de la résistance que tu as exposée, et tu as mis un mot qui m'a marqué, qui est ça peut être une forme de résistance corporatiste. Donc, comment on peut dépasser ça? Ce qui m'est venu à l'esprit, si je voudrais savoir ce que tu en penses, c'est est-ce qu'il ne manque pas un débat à un moment donné qui sorte la question de l'hôpital, mené justement avec les malades, justement avec les patients, justement qui prend la question des patients pour réinterroger la question de la tension que tu indiques avec beaucoup de finesse. Donc, qui repose dans des formulations un peu différentes, en décalant finalement les médecins d'une relation entre médecins vers des discussions avec des patients. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose parce que j'étais très sensible à la question de Jean-Marie, mais en fait la remarque ou le témoignage de Catherine, elle relève de ça, d'une certaine manière. Quel est l'espace d'expression de personnes qui viennent interroger les médecins? Parce qu'il y a la réponse qui dit, on a notre protocole, fermez-la, on a notre protocole. Alors, où ensuite cette question peut être prise si Catherine ne revient pas dans un espace qui est organisé? C'est ça ma question. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un côté d'un débat public, donc d'organiser un débat public sur les enjeux de santé, donc, qui repose des questions d'ordre territorial, et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'espace dans lesquels justement les patients reviennent, d'avoir une capacité d'expression et d'interpellation? Ce qui signifierait à ce moment-là que les espaces que tu désignes comme espaces réflexifs, c'est peut-être une combinaison d'espaces réflexifs. Des espaces réflexifs où certains sont ouverts aux patients, malades, de telle manière que leur expérience puisse revenir et réinterpeller de manière différente les médecins,
Même si l'espace réflexif des médecins entre eux apparaît comme important. Voilà les questions que je voulais vous poser. Je suis preneur des bonnes idées. Cette question de la participation volontaire des médecins, bien sûr, on s'y est heurté directement. Donc, on n'ouvre pas d'espace réflexif avec des gens qui ne veulent pas de réflexivité, justement. Alors, en même temps, le groupe de pairs chefs de service, lui, il donne une forme d'espoir. C'est possible de discuter, d'ailleurs, y compris dans le fil des échanges avec les chefs de service, il y a des moments où on commence à aborder des questions du métier de médecin au sens de la prise en charge des patients, et pas uniquement du métier de chef de service dans l'animation. Donc, il y a la confiance, comme à chaque fois dans ce type de dispositif, on ne se raconte pas les mêmes choses la 6e fois que la première. Donc il y a bien une confiance qui s'installe et on voit émerger des questions de ce registre-là. Donc peut-être que, et du coup je propose encore un 3e espace possible, c'est celui d'espace où on pourrait réunir des médecins de services différents. On pourrait aussi se parler peut-être plus facilement des difficultés. Alors, sur la question des patients, je partage ton point de vue. Je pense que c'est sûrement une piste. En même temps, je pense que l'animation de ce type de dispositif, c'est touchy. Et deuxièmement, la question du volontariat des médecins pour participer à ce type de dispositif-là, je ne suis pas certain que proposer le dispositif renforce la capacité des médecins à être volontaires pour y participer. Mais il faut peut-être le tester. Un des moyens de sortir de la défense qui porte sur le corporatisme, c'est ça que tu as... Un des moyens, c'est de mettre, de reprendre des choses de biais par rapport à ce corporatisme, faire revenir la question politique. Alors, on n'a pas fait du tout de discussion avec les gilets jaunes dans le débat là sur les. Mais quand même, dans les gilets jaunes, il y a une révolte contre la façon dont les services publics sont pratiqués et accessibles. Alors, c'est pas directement là, mais on voit bien qu'il y a comme un sentiment de. C'est pas seulement un sentiment, une révolte sur la façon dont on est accueilli à l'hôpital, on est en charge, qui monte aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, de manière complémentaire, alors c'est pas simplement une équipe d'intervention, la question n'est plus simplement une équipe d'intervention, c'est une équipe d'intervention dans un cadre un peu plus large, de telle manière que le débat se fasse un peu écho, pour recréer de l'ouverture vis-à-vis de ces médecins. Moi je suis sensible, si tu veux, à la nécessité à un moment donné, comme tu disais, d'ouvrir sur le territoire, mais ouvrir comment sur le territoire? On voit bien qu'il y a besoin de recréer un débat sur ce territoire, de manière relativement locale. Et là, peut-être que justement, on est dans une limite qui ne signifie pas du tout l'échec de l'intervention, pas du tout, mais une limite qui nécessite des éléments complémentaires de type plus politique, de type plus côté, avec un débat qui permet de rediscuter du côté des habitants de ce qu'ils attendent. Et alors, ça réinterpelle un peu différemment les médecins. Les médecins, au regard de ça, peuvent trouver des formes d'appui pour remettre un peu autrement, dans un rapport autre avec la question du corporatisme. Parce que d'autres arguments, une autre autorité, un autre plaisir aussi, l'ouverture vers les autres. Il me semble qu'effectivement ce dernier point fait bien le lien avec une question sur laquelle on s'était laissé la fois dernière avec Yannick Blanc, qui posait donc le déclin de toute une doctrine fondamentale qui a accompagné l'État et la construction du service public autour de la question de la fonction tutélaire de l'État, qui a construit aussi l'État-providence et donc tout un modèle économique de fonctionnement du service public. Ça, c'est en déclin et que derrière ce déclin, il y a un vide.
il y a un vide. Et ce que tu explicitais autour de la question du modèle économique, du coup, ça montre l'absurdité du vide de pensée où on pense de manière complètement disjointe la question de la qualité. Et tu disais bien comment ça va de plus en plus vers l'ambition de prise en compte de la singularité du patient, donc plutôt dans une dynamique servicielle, alors que la question des moyens, de la dynamique de productivité, du financement, la question du temps, tout le développement autour de la question du temps, va complètement dans une autre dynamique. C'est une disjonction complètement qui montre effectivement une absence, en fait, une rupture d'un modèle qui cherchait à trouver une cohérence. Et la question qu'on s'était posée, effectivement, c'est depuis où on peut arriver à élaborer une nouvelle pensée, une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de repenser l'unité du tout, les liens entre les choses. Et donc, je pense qu'effectivement, la conclusion de Yannick Blanc, c'était que l'État lui-même, il a supprimé les espaces de réflexivité, de recherche et développement, de recherche tout court à l'intérieur même. Et ça, c'est à l'échelle de l'État, ce que décrivait tout à l'heure Théophile, à partir de la suppression des temps de transmission. Donc ça part d'un service hospitalier, mais ça va aussi jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, qui n'a plus ces temps pour s'alimenter depuis l'intérieur. Et donc ça pose effectivement la question de comment arriver à instituer cette nouvelle doctrine qui puisse être aussi une fonction d'autorité nouvelle, qui permette d'instaurer une nouvelle façon de penser le lien entre le médecin et le patient. Et je pense que l'intuition qu'on avait aussi la fois dernière, et là c'est un peu la conclusion sur laquelle nous revient Christian, c'est effectivement comment arriver à ne plus penser séparément la sphère professionnelle et la sphère publique. Et donc il y a quelque chose à imaginer dans une combinaison entre une doctrine professionnelle que les métiers médicaux ont besoin de remettre à jour, et à côté de ça, et en lien avec ça, ce qu'on peut appeler une doctrine sociétale, qui a besoin aussi de repenser le rapport à la santé, le rapport aux services médicaux, dans toute cette déconcentration qui est en cours. Donc la question, c'est comment penser le fait que, pour éviter le corporatisme, une doctrine professionnelle a besoin de se connecter avec le débat social par rapport aux attentes, par rapport au rôle que prennent les patients de plus en plus fort dans l'activité de soins, et inversement, une doctrine sociétale a besoin aussi du point de vue des professionnels pour éviter d'être uniquement dans des revendications en fait, qui risquent d'être aussi complètement inentendables s'ils sont à côté de la plaque ou dans une infaisabilité des choses. Et donc effectivement, là, ça nous conduit effectivement vers cette réflexion sur la question de l'intervention, comment arriver à organiser ces espaces ou cette rencontre entre des lieux d'élaboration d'une pensée professionnelle et des lieux d'élaboration aussi d'une pensée plus politique et publique puissent s'organiser en eux-mêmes et puissent se croiser aussi pour arriver à trouver cette forme de mini-laboratoire en capacité de produire une nouvelle pensée pour penser la fonction de l'État, des services publics, d'une manière utile et durable dans le temps. On a dépassé un tout petit peu le temps. On vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation. Et je vous invite donc à rejoindre le lieu du cocktail pour poursuivre nos échanges. Bonne soirée et à très bientôt. Prochaine date, le 13 février.